Ma femme infidèle prévoyait secrètement de divorcer tout en se vantant, je vais prendre la moitié de son entreprise, la maison et des versements mensuels à vie. Elle riait, il est trop stupide pour voir cela venir. Alors j'ai sécurisé mes actifs, et quand elle a déposé la demande 2 semaines plus tard, j'étais prêt à lui donner une leçon brutale. Salut tout le monde, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu d'élan, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et cela nous aide à continuer de vous proposer du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons de faire croître cette chaîne ensemble. Merci infiniment, maintenant lançons la vidéo. Mention obligatoire, cela s'est passé au cours de l'année passée. Les noms ont été changés pour des raisons évidentes. Longue histoire, mais ça vaut la peine d'être lu. Résumé à la fin. Je dois commencer par le début pour que vous compreniez à quel point cette vengeance était calculée et pourquoi elle a été si diablement satisfaisante. Moi, un homme de 41 ans, je travaille dans la construction commerciale depuis mes 19 ans. J'ai commencé comme simple manœuvre, à transporter des matériaux, et j'ai gravi les échelons à travers tous les postes imaginables. J'ai passé la vingtaine à apprendre l'électricité, la plomberie, le chauffage, la ventilation, la climatisation, la gestion de projet. Je suis devenu une véritable encyclopédie vivante de la façon dont les bâtiments sont construits. Je me souviens avoir dormi dans mon camion entre deux chantiers, mangeant des sandwichs de station-service pour économiser chaque centime dans l'espoir de lancer un jour ma propre entreprise. Ces premières années furent brutales. Je travaillais 12 heures par jour sur les chantiers, puis passais mes soirées à suivre des cours de gestion à l'université communautaire. Les week-ends étaient consacrés à l'étude des codes électriques et à la construction de relations avec les fournisseurs. Je possédais exactement 3 jeans de travail que je faisais tourner toute la semaine. Mes mains étaient en permanence tachées de poussière de béton, et mon dos me faisait constamment souffrir. Mais j'avais une vision. À 30 ans, j'avais suffisamment d'expérience, de contacts et de capital durement économisé pour lancer ma propre entreprise de construction générale. Le premier bureau était un box de stockage loué, avec une table pliante et un téléphone fixe. Je faisais tout moi-même, les devis, la gestion de projet, le travail de construction, la comptabilité, même le nettoyage à la fin de chaque journée. 12 ans plus tard, mon entreprise emploie 28 personnes à temps plein, et nous sommes spécialisés dans les projets commerciaux de gamme moyenne, immeubles de bureaux, espaces de vente au détail, petits immeubles d'appartements. L'année dernière, nous avons généré 8 400 000 $ de chiffre d'affaires, avec environ 720 000 $ de bénéfices. Pas mal pour un gars qui a commencé avec rien d'autre que ses bottes de travail et de la détermination. Je suis propriétaire de l'entreprise à 100%, sans partenaire ni investisseur. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné avec mes propres mains et mon esprit. La réputation de l'entreprise est irréprochable, nous n'avons jamais raté une échéance, jamais eu d'accident grave, et notre taux de fidélisation des clients dépasse 90%. Je suis sincèrement fier de ce que nous avons construit, pas seulement les bâtiments, mais l'équipe, la culture, les relations avec les clients qui nous confient leurs investissements les plus importants. Maintenant, laissez-moi vous parler de celle qui est sur le point de devenir mon ex-femme, Stéphanie, une femme de 34 ans. Stéphanie et moi nous sommes rencontrés il y a 7 ans, lors d'un gala de charité pour l'hôpital pour enfants. J'étais là parce qu'un de mes plus gros clients, un promoteur immobilier nommé Martinez, m'y avait traîné. Tu dois réseauter avec des gens qui ont de l'argent, disait-il en ajustant ma cravate comme si j'étais son petit frère. Arrête de penser comme un entrepreneur, et commence à penser comme un homme d'affaires. L'événement avait lieu dans l'hôtel le plus exclusif de la ville, le genre d'endroit où un verre de vin coûte plus cher que le salaire horaire moyen. Je me sentais complètement hors de mon élément, dans mon smoking loué, entouré de médecins, d'avocats et de familles fortunées qui avaient probablement des fonds fiduciaires plus vieux que mon entreprise. Stéphanie était là parce que, eh bien, honnêtement, je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Elle ne faisait partie d'aucun comité, ne travaillait pour aucune des associations caritatives, mais elle avait certainement l'air à sa place dans sa robe coûteuse qui devait valoir plus que ce que je gagnais en une semaine. À l'époque, elle se déplaçait dans la foule comme si elle y appartenait, embrassant les joues d'amis et riant à des blagues pas vraiment drôles. Elle était magnifique, le genre de femme qui fait taire une pièce en entrant, de longs cheveux blonds attrapant parfaitement la lumière, un maquillage appliqué avec une précision professionnelle, et elle savait exactement comment jouer de tous les angles. Quand elle m'a souri de l'autre côté de la salle, j'ai senti ma poitrine se serrer. Un gars issu du monde ouvrier comme moi, conquérir une femme comme elle? Je me suis senti comme si j'avais gagné à la loterie. Notre première conversation a duré 3 heures.
Elle était charmante, drôle et semblait sincèrement intéressée par mon travail. Quand je lui ai parlé d'un projet particulièrement difficile de transformer un vieil entrepôt en loft de luxe où elle a posé des questions pertinentes sur les défis techniques et les exigences de préservation historique. J'étais sous le charme. La plupart des gens ont les yeux qui se voilent quand je parle de construction. Je lui ai dit que la plupart des gens étaient ennuyeux. Elle a répondu, avec ce sourire parfait, « Je trouve ça fascinant, comment tu peux regarder un espace vide et imaginer quelque chose de complètement différent ?» Nous avons fréquenté 2 ans avant de nous marier. À cette époque, elle travaillait à temps partiel dans une galerie d'art du centre-ville, gagnant peut-être 28 000 $ par an. La galerie se trouvait dans le quartier artistique, le genre d'endroit qui vend des tableaux à 5 000 $ à des gens qui choisissent leur art en fonction de la couleur de leur canapé. Stéphanie semblait heureuse au début, elle parlait d'apprendre à connaître différents artistes et d'aider les clients à trouver des œuvres qu'ils aimaient. Mais les plaintes ont commencé très vite. Elle rentrait épuisée d'avoir passé 6 heures debout dans une galerie calme, se plaignant de son patron cruel qui s'attendait à ce qu'elle connaisse réellement les œuvres qu'il vendait, que ce travail était indigne d'elle, qu'elle avait tellement plus de potentiel, qu'elle méritait bien mieux que d'aider des riches à dépenser leur argent pour des peintures hors de prix. Je pensais qu'elle était simplement ambitieuse. Avec le recul, je me rends compte qu'elle calculait déjà son prochain coup. Premier drapeau rouge que j'ai ignoré, elle a quitté son travail 2 semaines après notre mariage, disant qu'elle voulait se concentrer sur le soutien à mon entreprise et sur la construction de notre avenir ensemble. Ce qu'elle a réellement fait, c'est passer ses journées à faire du shopping, à recevoir des massages, à déjeuner longuement avec des amis et à poster des photos Instagram de sa vie bénie avec des légendes sur sa gratitude envers son mari incroyable qui travaille si dur pour nous. Pendant 5 ans, je me suis cassé le dos à développer l'entreprise pendant qu'elle jouait à la parfaite femme au foyer. Sauf que nous n'avions pas d'enfants. Elle refusait de cuisiner, je ne suis pas ta bonne, James, et nous avions un service de ménage 2 fois par semaine. Donc, en réalité, elle ne faisait qu'exister, de façon coûteuse. Quand je lui suggérais qu'elle pourrait vouloir faire quelque chose du bénévolat, suivre des cours, peut-être même lancer sa propre entreprise, elle me regardait comme si j'avais suggéré qu'elle devienne mineuse de charbon. « Pourquoi devrais-je travailler alors que tu réussis si bien ?» disait-elle. Voilà comment fonctionnent les couples qui réussissent, l'un se concentre sur l'accumulation de richesses, l'autre sur le fait d'en profiter. Les premières années furent correctes. Stéphanie semblait suffisamment heureuse, et je gagnais bien ma vie. Nous avons acheté une belle maison à 850 000 $ dans une banlieue agréable. Rien de trop tape à accent grave-l'œil, mais un bon investissement, avec de solides fondations et du potentiel. Je me souviens du jour où nous avons reçu les clés, de son enthousiasme à l'idée de décorer et de faire de cette maison la nôtre. Pendant un court instant, j'ai cru que nous construisions quelque chose ensemble. Nous lui avons acheté une BMW X3. Nous avons fait de jolies vacances dans des endroits comme Napa et les Bahamas. Je pensais être un bon mari, lui offrant le style de vie qu'elle méritait. Elle semblait satisfaite de poster des photos de nos dîners dans des restaurants coûteux et de nos escapades de week-end dans des stations de montagne. Mais vers la 3e année, quelque chose a changé. Plus je réussissais, plus elle devenait exigeante. Le succès, au lieu de la satisfaire, semblait la rendre encore plus avide. Cela a commencé doucement, elle se plaignait que son allocation de 3 000 $ par mois n'était pas suffisante pour ses dépenses. Elle levait les yeux au ciel quand je travaillais tard, faisait des remarques sarcastiques sur mon travail sale quand je rentrais couvert de poussière de chantier. Les plaintes sont devenues une routine quotidienne, est-ce que tu dois vraiment porter ces bottes dans la maison, tu ne peux pas prendre une douche au bureau avant de rentrer, je déteste l'odeur du béton dans tes cheveux, comme si le travail qui payait tout ce qu'elle appréciait lui était personnellement offensant. Puis, cela a dégénéré. Elle a commencé à me comparer constamment aux autres maris. Et ce n'étaient pas des observations innocentes, mais des attaques calculées destinées à me faire sentir inférieur. Le mari de Jennifer est médecin, ils viennent d'acheter une maison sur les hauteurs avec vue. Jennifer dit que leur prêt est 2 fois plus élevé que le nôtre, mais David ne s'en soucie même pas. Marcus est avocat, il a acheté une Porsche à Lisa pour son anniversaire, pas parce que c'était une occasion spéciale, juste pour lui faire une surprise. Lisa dit qu'il fait souvent des choses comme ça. David travaille dans la finance, il gagne 2 fois plus que toi et il est à la maison tous les jours à 18 h. Lisa ne mange jamais seule pendant que son mari est coincé sur un chantier. Quand je lui faisais remarquer que je travaillais 60 heures par semaine pour nous offrir ce style de vie, que les projets de construction ont des délais et des urgences qui ne peuvent pas attendre de 9 à 17 heures, elle me lançait, peut-être que si tu étais plus intelligent en affaires, tu n'aurais pas besoin de travailler autant. Les autres hommes trouvent comment gagner de l'argent sans se salir les mains. Ils utilisent leur cerveau au lieu de leur dos.
Cette remarque m'a blessé plus qu'elle ne le pensait. J'avais travaillé incroyablement dur pour acquérir mes compétences en affaires, pour comprendre chaque aspect de la construction depuis les fondations. Je n'étais pas juste un gars avec un marteau. Je dirigeais une opération de plusieurs millions de dollars, je gérais des projets complexes, je traitais des budgets que la plupart des gens ne verraient jamais dans leur vie. La goutte d'eau est venue à Noël dernier, lors de la fête de fin d'année de mon entreprise. J'étais sincèrement fier. Nous venions de décrocher un contrat de 4 200 000 $ pour un nouveau centre commercial, notre plus gros projet à ce jour. Il représentait des mois d'appels d'offres compétitifs, de création de relations et de preuves que nous pouvions gérer des travaux commerciaux majeurs. Je racontais cela à mes chefs de projet, enthousiastes à propos des opportunités que cela allait créer pour les primes et les heures supplémentaires de l'équipe. Stéphanie m'a interrompu bruyamment, sa voix portant à travers toute la pièce. 4 millions, ça a l'air impressionnant, jusqu'à ce que tu réalises que le dernier deal de David faisait 15 millions. Certaines personnes pensent juste plus grand, je suppose. Silence total. C'étaient mes employés, des hommes qui s'étaient défoncés pour aider à bâtir cette entreprise à partir de rien. Certains travaillaient avec moi depuis 8 ans, avaient raté l'heure du coucher de leurs enfants pour respecter les délais, avaient pris des risques en misant sur une jeune entreprise alors qu'ils auraient pu travailler pour de plus gros entrepreneurs plus établis. Elle venait de nous humilier publiquement. Mon contremaître, Miguel, avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Tony, mon superviseur en électricité, fixait sa bière comme si elle contenait les secrets de l'univers. Ces gars me respectaient, et je venais d'être humilié devant eux par ma propre femme. Ce soir-là, je lui ai demandé ce que c'était que ce bordel. Sa réponse résonne encore dans ma tête, j'en ai juste marre de faire semblant que ta petite entreprise de construction est un grand succès. Tu travailles comme un paysan et nous vivons comme des classes moyennes. Je mérite mieux que ça. Mieux que quoi? Une belle maison, une voiture de luxe, des vacances, une vie confortable sans avoir à travailler. Mieux que d'être marié à quelqu'un qui rentre sale chaque jour? Mieux que devoir prétendre être fier quand on me demande ce que fait mon mari? Mieux que vivre comme si nous étions reconnaissants pour des restes pendant que d'autres couples de notre âge bâtissent une véritable richesse? C'est à ce moment-là que j'ai su que notre mariage était terminé. Elle ne s'est pas contentée de manquer de respect à mon travail. Elle en avait honte. Honte de moi. Après cette soirée, j'ai commencé à faire attention. Vraiment attention. Quand on passe 20 ans dans la construction, on développe un œil pour les choses qui ne collent pas. Des murs de travers, des raccourcis dans les fondations, des problèmes qui entraîneront de graves conséquences plus tard. Le comportement de Stéphanie présentait tous les signes d'un effondrement structurel. Ses habitudes avec son téléphone ont complètement changé. Avant, elle le laissait traîner partout. Elle me le tendait pour chercher des restaurants ou vérifier son agenda. Maintenant, il était collé à sa main, toujours face contre la table, protégé par un mot de passe plus complexe qu'avant. Elle prenait des appels importants dans une autre pièce, parlant à voix basse, et s'arrêtait aussitôt que j'apparaissais. Elle recevait des colis qu'elle cachait avant que je rentre. Quand je lui posais des questions, elle disait que c'était des cadeaux pour des amis ou des objets pour la maison qui n'apparaissaient jamais. Le relevé de carte de crédit montrait des achats dans des boutiques de lingerie et des marques de parfums de luxe qu'elle n'avait jamais portées avec moi. L'abonnement à la salle de sport, qu'elle avait depuis 3 ans sans jamais y aller, devenait soudainement quotidien, 2 heures chaque jour. Elle rentrait coiffée à la perfection, maquillée comme si elle sortait d'un salon de beauté, pas d'une séance d'entraînement. Ces soirées entre filles, qui avaient lieu une fois par mois, étaient désormais bi-hebdomadaires, et elle rentrait à 2 heures du matin en sentant le parfum de luxe que je ne reconnaissais pas et une eau de Cologne d'homme qui n'était définitivement pas la mienne. Mais je ne suis pas un mari naïf. J'ai bâti mon entreprise en faisant attention aux détails, en remarquant quand quelque chose ne cadre pas, en enquêtant sur les problèmes avant qu'ils ne deviennent des désastres. Les détails de la nouvelle routine de Stéphanie ne collaient pas. J'ai commencé à tout documenter. Capture d'écran de ces données de localisation, nous partagions nos positions pour des raisons de sécurité, idée ironique venant d'elle. Photos de sa voiture garée à des endroits où elle disait ne pas être allée. Relevé de cartes montrant des dépenses qu'elle ne pouvait pas expliquer. Reçu de dîner dans des restaurants où elle prétendait n'avoir jamais mis les pieds. La révélation est arrivée lorsqu'elle s'est relâchée. Elle a laissé son ordinateur portable ouvert pendant qu'elle était sous la douche, et j'ai vu que Facebook Messenger était actif avec plusieurs conversations en cours. Je ne suis pas fier d'avoir regardé, mais je suis heureux de l'avoir fait. Parfois, il faut inspecter les fondations pour savoir si toute la structure est compromise. Les messages avec un certain Tyler remontaient à 4 mois.
Tyler, j'ai hâte de te voir demain. Stéphanie, oui, mais il faut qu'on soit plus prudent. Il commence à poser des questions. Tyler, quand vas-tu le quitter? On en parle depuis des mois. Stéphanie, bientôt. Mon avocate dit que j'aurai la moitié de tout, plus une pension. Rien que l'entreprise vaut des millions. Il faut juste être patient. Tyler, je ne peux pas continuer à me cacher indéfiniment. Ma famille commence à poser des questions sur l'endroit où je passe mon temps. Stéphanie, fais-moi confiance. Ça en vaudra la peine. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Les hommes comme lui sont si prévisibles. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, mes mains tremblaient de rage. Puis j'ai continué à lire, découvrant des mois de planification minutieuse. Des messages avec sa copine Ashley. Ashley, tu es sûre de toi? 7 ans, c'est long. Stéphanie, 7 ans de quoi? Le regarder rentrer à la maison couvert de poussière? L'écouter parler de béton et de poutres d'acier? J'ai 34 ans, Ashley. C'est censé être les plus belles années de ma vie. Ashley, mais c'est un bon gars, il prend soin de toi. Stéphanie, c'est un bon distributeur automatique, je veux bien lui reconnaître ça. Mais je peux avoir bien mieux. La famille de Tyler a de l'argent, du vrai. L'argent ancien. C'est la vie que j'aurais dû avoir depuis le début. Ashley, et pour le divorce? Ce ne sera pas compliqué. Stéphanie, mon avocate dit que c'est simple. On est dans un état de bien commun. Donc j'ai droit à la moitié de tout. La maison, l'entreprise, tous ses comptes. Il va sûrement pleurer et me supplier de rester, mais c'est trop tard. J'en ai fini de faire semblant d'être reconnaissante. Je suis resté assis pendant 2 heures, à lire 7 mois de messages. Elle ne me trompait pas simplement. Elle planifiait méthodiquement de me détruire et de prendre tout ce que j'avais construit. Chaque dispute, chaque plainte, chaque moment de mépris menait à cette trahison calculée. Le pire? Tyler n'était pas un inconnu. C'était Tyler Blackwell, fils de l'une des familles les plus influentes de la ville. Son père dirigeait un cabinet d'avocats prospère. Sa mère siégeait au conseil d'administration de l'hôpital. Et ils avaient ce genre de richesse générationnelle que Stéphanie avait toujours envié. Je l'avais déjà rencontré lors d'événements professionnels, j'avais serré sa main au même gala de charité où j'avais rencontré Stéphanie. Il projetait de me voler ma femme et de l'aider à me voler mon argent, tout en me parlant gentiment de la météo. Les messages révélaient toute leur stratégie, elle déposerait une demande de divorce, réclamerait la moitié de tout, puis emménagerait avec Tyler une fois le règlement finalisé. Ils avaient déjà visité des maisons ensemble, planifié des vacances, même discuté de la façon de l'intégrer dans le cercle social de sa famille. J'ai réalisé que je vivais avec une étrangère qui me voyait comme rien de plus qu'un marchepied vers la vie qu'elle désirait vraiment. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas tout de suite engagé un avocat. J'ai fait mieux. Je suis devenu stratégique. Voici ce que Stéphanie ne savait pas. J'étais déjà en train de planifier la restructuration de mon entreprise pour des raisons parfaitement légitimes. L'industrie de la construction est un domaine à haut risque juridique, et mon avocat me recommandait des stratégies de protection d'actifs depuis plus de 2 ans. Chaque semaine, il semblait qu'un autre entrepreneur se faisait poursuivre pour des millions à cause d'un accident ou d'un défaut supposé. J'étais réticent, car une telle restructuration paraissait compliquée et coûteuse, mais soudainement cela devenait très urgent. L'ironie était parfaite. Tandis qu'elle planifiait de prendre la moitié de tout ce que j'avais construit, j'étais sur le point de m'assurer que ce tout n'était pas ce qu'elle pensait. D'abord, j'ai appelé mon avocat d'affaires, celui qui m'avait aidé à constituer ma société il y a 12 ans, qui avait géré tous mes contrats importants et qui était devenu une sorte de mentor avec le temps. Il me poussait à protéger mes actifs contre d'éventuelles poursuites judiciaires depuis que l'entreprise atteignait 5 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Tu te souviens du plan de protection d'actifs que tu m'avais recommandé? Je suis prêt à avancer. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Tu as enfin compris qu'un simple procès pour chute accidentelle pourrait anéantir tout ce pour quoi tu as travaillé. Disons simplement que je suis soudainement très motivé à protéger ce que j'ai bâti. Pour des raisons personnelles. Très personnelles. Je vais lancer les papiers. Il faudra du temps pour faire les choses correctement. On parle ici de restructurer toute ton organisation. Combien de temps? 4 à 6 mois pour bien faire. La protection d'actifs ne fonctionne que si elle repose sur des motifs commerciaux légitimes, avec une documentation appropriée. On ne peut pas juste déplacer de l'argent et espérer que ça tienne devant un tribunal.
Parfait. J'ai le temps. Le plan était totalement légitime, le genre de restructuration que des entrepreneurs à succès réalisent tout le temps pour se protéger des procès, des créanciers et d'autres passifs. Le fait que cela me protège également d'une épouse intéressée était simplement un magnifique bonus. Voici ce que nous avons fait, entièrement légal et pour des raisons commerciales valables. Étape 1. Création d'une nouvelle société holding, qui détiendrait les éléments les plus précieux de mon entreprise, comme les relations clients, la réputation, les secrets commerciaux et les contrats en cours les plus rentables. C'est une pratique courante dans les secteurs à haut risque de responsabilité. Étape 2. L'entreprise d'origine se concentrerait sur les opérations quotidiennes, les équipements et les activités plus risquées, comme le travail de construction proprement dit. Si quelqu'un se blessait sur un chantier ou poursuivait pour un défaut présumé, il s'en prendrait à l'entité possédant peu d'actifs. Étape 3. Pour financer cette expansion et cette restructuration, j'avais besoin de capital. La société holding aurait besoin d'équipements alloués à la société d'exploitation, et les deux entités devaient être correctement capitalisées. J'ai demandé un prêt de 420 000 $ auprès de notre banque professionnelle. La demande de prêt était simple. Nous élargissions nos opérations, avions besoin de nouveaux équipements pour des projets plus ambitieux, et voulions établir du crédit pour la nouvelle entité. Tout était documenté avec des justifications commerciales solides et des flux de trésorerie prévisionnels. Le prêt nécessitait des garanties personnelles de la part des deux conjoints, ce qui est une procédure standard pour tout entrepreneur marié. Elle n'avait aucune raison de soupçonner quoi que ce soit. Les banques veulent s'assurer qu'elles peuvent récupérer leur argent si l'entreprise fait faillite. Quand les papiers sont arrivés, j'étais prêt pour ma petite performance. Steph chérie, j'ai besoin que tu signes ces documents de prêt. C'est juste une formalité, la banque exige que les deux époux garantissent les prêts commerciaux au-dessus de 300 000 $. Elle les a à peine regardés, trop occupée à faire défiler les photos des vacances de la famille de Tyler à Aspen sur Instagram. C'est pourquoi déjà ? Nouvel équipement et expansion commerciale. Tu te souviens de ce projet de centre commercial dont je t'ai parlé ? Il nécessite des équipements spécialisés, et cela nous aidera à obtenir des contrats plus importants à l'avenir. Plus d'argent pour nous. Elle a signé avec panache, probablement en train de calculer combien de ses futurs profits lui reviendraient bientôt. Si elle avait réellement lu les documents, elle aurait peut-être remarqué qu'elle garantissait personnellement une dette pour une entreprise qu'elle prévoyait d'abandonner. Mais voici ce qu'elle ne savait pas. La restructuration signifiait que l'entreprise d'origine, celle dont elle obtiendrait la moitié dans le divorce, devenait l'entité à forte dette et à faibles actifs, tandis que les parties précieuses de l'entreprise étaient transférées à la société holding. Elle ne savait rien des travaux menés avec mon avocat. Nous avons réalisé une restructuration complète mais totalement légitime sur 4 mois. Équipements et actifs, l'entreprise d'origine a vendu ses principaux équipements à la société holding à leur juste valeur marchande, puis les a loués à des tarifs standards. C'est une pratique courante à des fins fiscales et de responsabilité. Le produit de la vente a servi à rembourser des dettes existantes et à financer les opérations. De nouveaux contrats ont été signés avec la société holding, tandis que les contrats existants restaient dans l'entité d'origine. C'est normal lors d'une expansion des opérations. La nouvelle entité prend les travaux futurs, pendant que l'ancienne termine ses obligations actuelles. Propriété intellectuelle, la réputation de l'entreprise, la base de données clients, les procédures opérationnelles et les relations commerciales ont été concédées sous licence à la société holding. Encore une fois, c'est une pratique parfaitement standard en matière de protection d'actifs. Répartition de la dette, l'entreprise d'origine a assumé le prêt pour l'équipement et d'autres dettes opérationnelles, tandis que la société holding conservait un endettement minimal et un maximum d'actifs. Résultat, l'entreprise d'origine est passée de 1 800 000 $ d'actifs à 180 000 $, tout en prenant une dette légitime de 420 000 $ pour l'expansion, en plus d'autres passifs d'exploitation. Mon avocat a qualifié cela de stratégie de protection d'actifs exemplaire, le genre de choses que les entrepreneurs à succès font tout le temps pour se protéger des poursuites judiciaires et des créanciers. La seule différence, c'était mon timing et ma motivation. Chaque transaction était documentée avec des justifications commerciales légitimes. Nous ne cachions pas d'actifs, nous ne commettions aucune fraude. Nous restructurions pour des raisons de protection juridique et d'efficacité opérationnelle. Les tribunaux voient ce type de restructuration en permanence, et tant qu'il y a des raisons professionnelles valables et une documentation appropriée, c'est parfaitement légal. L'ironie magnifique, c'est que la propre cupidité de Stéphanie m'avait poussé à mettre en œuvre la stratégie de protection d'actifs que mon avocat recommandait depuis des années. Elle m'avait involontairement incité à prendre exactement les mesures qui allaient me protéger d'elle.
Pendant que je m'affairais à protéger tout ce que j'avais construit, Stéphanie finalisait son plan pour me détruire. Ses séances de sport avec Tyler devenaient plus fréquentes et plus élaborées. Elle passait 2 heures à se préparer pour ses entraînements, maquillée à la perfection, vêtue de tenues de sport luxueuses qui avaient plus leur place sur la couverture d'un magazine que sur un tapis de course. Elle rentrait les cheveux parfaitement coiffés, avec des histoires sur combien sa séance de coaching personnel avait été difficile. Ses virées shopping devenaient plus coûteuses et plus fréquentes, avec de la nouvelle lingerie, des parfums de luxe, des robes de créateurs pour des occasions qu'elle n'arrivait jamais à expliquer clairement. Quand je lui demandais ce que représentaient ces dépenses, elle affirmait que c'était des investissements en elle-même, ou des choses dont elle avait besoin pour se sentir confiante. Elle agissait comme si le divorce était déjà finalisé, parlant de quand je redécorerais, et après je serais libre de voyager, et une fois que je pourrais me concentrer sur ce qui me rend heureuse. Elle consultait des sites immobiliers, regardant ouvertement des appartements de luxe et faisant des commentaires sur à quel point ce serait rafraîchissant de vivre dans un endroit moderne et propre. Les remarques cruelles se multipliaient aussi, devenant plus ciblées et personnelles. Tu sais, la famille de Tyler possède plusieurs entreprises, de vraies entreprises, pas juste du travail manuel. Ils gagnent leur argent avec leur tête, pas avec leur dos. J'ai parlé de ta société à Jennifer aujourd'hui. Elle a demandé si tu t'agrandissais, et j'ai dit, mon Dieu, j'espère pas, on a déjà assez de charges. Parfois, je pense que James aime juste jouer dans la boue. Tu as déjà pensé à ce que tu feras quand tu seras trop vieux pour la construction? La plupart des hommes à succès ont des stratégies de sortie. Ils construisent quelque chose qui peut fonctionner sans eux. Chaque remarque était conçue pour me rabaisser, pour me faire douter de moi, pour éroder ma confiance. Et tu sais quoi? Ça a fonctionné. J'ai commencé à me demander si je n'étais vraiment qu'un ouvrier chanceux, si je méritais vraiment une femme comme elle, si mon succès était aussi réel que je le croyais. Mais alors, je me souvenais de ses messages Facebook, et le doute se transformait en colère froide et concentrée. Elle n'attaquait pas seulement mon estime de moi, elle préparait méthodiquement à prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé, tout en me faisant sentir que je ne le méritais pas. La manipulation psychologique était presque aussi calculée que la planification financière. Elle voulait que je sois brisé et reconnaissant quand elle partirait enfin, reconnaissant qu'une femme comme elle m'ait accordé cette année de son précieux temps. 8 mois après que j'ai découvert l'infidélité, Stéphanie a finalement fait son geste. Je suis rentré d'une journée particulièrement épuisante, à gérer des problèmes de permis et des retards dans la chaîne d'approvisionnement, pour la trouver assise à la table de la cuisine avec une enveloppe manille et un verre de vin. Le vin provenait d'une bouteille à $200 que nous avions gardée pour une occasion spéciale. Apparemment, détruire notre mariage comptait comme tel. Il faut qu'on parle, dit-elle sans lever les yeux de son téléphone. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Je veux divorcer. Comme ça, sans émotion, sans explication, sans reconnaissance de nos 7 années de mariage. Comme si elle commandait un café ou faisait un commentaire sur la météo. Quoi? Stéphanie, d'où ça sort? Elle m'a enfin regardé et j'ai vu qu'elle avait répété cette conversation. Son expression était contrôlée, presque récitée. J'y pense depuis longtemps. On n'est plus compatibles. J'ai besoin de choses différentes dans la vie. Quelles choses? On peut travailler sur tout ce que tu crois être un problème. Thérapie de couple, vacances, ce que tu veux. C'est trop tard pour ça, James. Regarde-toi. Elle m'a désigné du doigt comme si j'étais un problème à résoudre. Tu es couvert de saleté et de poussière. Tes mains sont tachées de je ne sais quoi. Tu sens le chantier. Ce n'est plus la vie que je veux. C'est la vie qui a payé pour tout ce que tu as. Cette maison, ta voiture, tes vêtements, ta liberté de ne pas travailler. Et je suis reconnaissante. Mais la gratitude ne suffit pas pour un mariage. Je mérite quelqu'un qui peut m'offrir la vie que je veux vraiment. Quelle vie exactement? Quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler avec ses mains. Quelqu'un qui peut m'emmener dans de beaux endroits sans se soucier du budget. Quelqu'un qui comprend qu'il y a plus dans la vie que de simplement construire des choses. Elle a fait glisser l'enveloppe sur la table. J'ai déjà déposé la demande, tu seras officiellement assigné demain, mais je voulais te prévenir. Par courtoisie professionnelle. Par courtoisie professionnelle, comme si elle mettait fin à un contrat d'affaires et non à un mariage. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains plus stables que ce à quoi je m'attendais. Les papiers étaient brutaux, 50% de tous les biens matrimoniaux, 50% de propriété de mon entreprise, la maison évaluée à $850 000, $4 500 par mois de pension pendant 5 ans, sa BMW, tous les bijoux, tous les meubles,
La moitié de tous les comptes retraite et investissements. En gros, elle voulait tout sauf les dettes. Stéphanie, c'est insensé. Tu demandes plus d'1 million de dollars. Je demande ce à quoi j'ai légalement droit. J'ai sacrifié ma carrière pour soutenir la tienne. J'ai mis mes rêves en pause pour t'aider à construire cette entreprise. Je mérite une compensation pour ce sacrifice. Quelle carrière? Quel rêve? Tu travaillais à temps partiel dans une galerie d'art pour le salaire minimum. J'aurais pu être quelque chose de plus si je n'avais pas eu à m'occuper de toi. M'occuper de moi comment? Tu ne cuisines pas, tu ne fais pas le ménage, tu ne travailles pas. Que as-tu exactement sacrifié? Son masque est tombé complètement, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu la vraie Stéphanie. J'ai sacrifié le fait d'être avec quelqu'un de mieux. J'ai gaspillé 7 ans avec quelqu'un qui ne serait jamais à la hauteur. J'aurais pu épouser un médecin, un avocat, quelqu'un avec de l'argent, du vrai, et des perspectives. Au lieu de ça, j'ai choisi un ouvrier du bâtiment qui pense petit et rêve encore plus petit. Et voilà, la vérité qu'elle cachait depuis des années derrière toutes ces plaintes et comparaisons. Donc c'est une question d'argent. C'est une question de potentiel. C'est une question de la vie que je mérite de vivre. Et toi, tu ne pourras jamais me l'offrir. Je l'ai regardée, assise là, dans ses vêtements coûteux, dans la magnifique maison que j'avais achetée, planifiant de prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé tout en me traitant d'insuffisant. La rage était pure, claire et parfaitement concentrée. On verra ça. J'ai engagé l'avocate la plus agressive de l'État en matière de divorce, Patricia Williams. Elle avait la réputation d'être absolument impitoyable, surtout lorsqu'elle représentait des propriétaires d'entreprises dans des divorces à hauts enjeux. Son cabinet se trouvait dans une tour de verre au centre-ville, le genre d'endroit où chaque mètre carré coûte plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Notre premier rendez-vous a été révélateur. Monsieur Rodriguez, j'ai examiné le dossier initial. Votre épouse demande environ 1 400 000 $ en actifs plus une pension alimentaire continue. Vu la structure de l'entreprise, cela pourrait devenir intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, à quelle entité commerciale réclame-t-elle une participation? Vous avez l'entreprise d'origine et la nouvelle société holding. Elle ne connaît pas la société holding. À ses yeux, il n'y a que l'entreprise d'origine. Patricia a levé un sourcil et pris une note. Celle qui porte maintenant la majorité de la dette et ne possède presque plus d'actifs? Exactement. C'est une heureuse coïncidence. Quand la restructuration a-t-elle été finalisée? Il y a environ 6 mois, mais nous la planifions depuis plus d'1 an. Mon avocat d'affaires a toute la documentation prouvant que c'était pour des raisons de protection commerciale légitime. Et en ce qui concerne le timing, par rapport au moment où vous avez découvert l'infidélité? La restructuration avait commencé 8 mois avant que je découvre qu'elle me trompait. Tout était motivé par la protection contre les responsabilités, pas par une préparation au divorce. Patricia a souri. Monsieur Rodriguez, votre épouse va apprendre une leçon très coûteuse sur la différence entre chiffre d'affaires et actifs, entre propriété et valeur. Elle a droit à la moitié des biens matrimoniaux, tels qu'ils existent au moment de la séparation, pas tels qu'elle les imagine. Y a-t-il un moyen pour elle de contester la restructuration? Elle peut essayer, mais la protection d'actifs à des fins commerciales légitimes est une pratique standard. Tant que tout a été fait correctement et bien documenté, ce qui semble être le cas, elle aura beaucoup de mal à prouver une fraude ou une manipulation. Et pour la dette qu'elle a co-signée? C'est le plus beau. La dette est aussi un actif matrimonial. Elle voulait la moitié de tout, elle va exactement l'obtenir. La phase de découverte dans un divorce est le moment où les deux parties doivent révéler tous les actifs, dettes et informations financières. En général, c'est assez simple, maison, voiture, compte bancaire, retraite. Mais notre cas était différent. L'avocat de Stéphanie, Mark Davison, s'attendait clairement à découvrir des millions en actifs. Il avait probablement fait ses recherches, consulté les revenus de mon entreprise, et conclu que 8 400 000 $ de chiffre d'affaires annuel devait correspondre à une fortune considérable. À la place, il a reçu des relevés financiers indiquant que les actifs de l'entreprise d'origine comprenaient équipement pour 85 000 $, camions anciens et outils de base, équipement de bureau pour 12 000 $, liquidité 18 000 $, créances 89 000 $. Total des actifs, 204 000 $. Passif de l'entreprise d'origine, prêt équipement 420 000 $, paiement dû aux sous-traitants 156 000 $, location d'équipement 28 000 $ par mois, dépenses opérationnelles 43 000 $ par mois.
Total des passifs courants, 576 000 $. Valeur nette, négative 372 000 $. Je n'oublierai jamais cette réunion où Davison a confronté Patricia à propos des actifs manquants. Son visage est passé de confiant à confus, puis à furieux en l'espace d'une dizaine de minutes. Mademoiselle Williams, nous savons tous les deux que ces chiffres sont manipulés. Où sont les vrais actifs? Cette entreprise a généré 8 400 000 $ de chiffre d'affaires l'année dernière. Le chiffre d'affaires n'est pas la même chose que les actifs, monsieur Davison. L'entreprise a été restructurée pour la protection contre les responsabilités, ce qui est une pratique courante dans l'industrie de la construction. C'est une manipulation d'actifs flagrante, conçue pour frauder ma cliente. Patricia a glissé un dossier épais sur la table. Voici la documentation de chaque transaction des 18 derniers mois, vente d'équipements, prise de dette, restructuration corporative, tout pour des raisons commerciales légitimes avec une traçabilité claire et des justifications professionnelles. Davison a passé 1 heure à examiner les documents, devenant de plus en plus en colère à chaque minute. La restructuration avait commencé bien avant toute procédure de divorce, avait été recommandée par un conseiller juridique pour la protection des actifs, et chaque transaction avait une finalité commerciale légitime. Votre cliente a déplacé des actifs pour éviter le partage dans le divorce. Ma cliente a restructuré pour des raisons de protection commerciale qui précédaient toute procédure de divorce de plus d'1 an. La documentation montre clairement que la planification visait à la protection contre les responsabilités, non à la préparation du divorce. C'est un timing bien pratique. C'est une planification d'affaires prudente. Les entrepreneurs ne cessent pas de prendre des décisions stratégiques sous prétexte qu'ils pourraient divorcer un jour. La réalité a frappé Davison de plein fouet. Stéphanie n'allait pas obtenir des centaines de milliers de dollars. Elle allait hériter de dettes. Le jour où Stéphanie a découvert la valorisation de l'entreprise, elle a complètement perdu la tête. Elle s'est pointée sur mon chantier à 14 h un mardi, en hurlant au volant de sa BMW, et en jaillissant de la voiture comme si elle était en feu. Mon équipe était en train de couler les fondations en béton, et ce vacarme soudain a presque fait tomber Miguel de son échafaudage. « Où est mon argent? Où l'as-tu caché ?» a-t-elle hurlé en traversant le chantier, en talons et dans une tenue blanche de créateur, totalement inappropriée pour une zone de construction. Mon équipe a cessé de travailler pour assister au spectacle. Voilà cette femme qui n'avait jamais mis les pieds sur un de mes chantiers, qui avait toujours prétendu être allergique à la poussière de construction, piétinant maintenant la boue et les gravats comme une furie vengeresse. Je n'ai rien caché, Stéphanie. Tu voulais la moitié de l'entreprise. Félicitations, tu possèdes la moitié d'une entreprise endettée. Tu es un menteur, je sais ce que vaut cette entreprise. J'ai vu les rapports de revenus. Tu as vu ce que tu croyais comprendre, mais tu n'as jamais pris la peine d'apprendre comment fonctionne réellement une entreprise. Les actifs sont restructurés, les dettes sont assumées, les sociétés changent. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la moitié de mon entreprise. Je vais te poursuivre pour fraude, je prouverai que tu as caché l'argent. Pour avoir pris des décisions commerciales légitimes. En suivant des pratiques standards de protection d'actifs? Bonne chance pour prouver que protéger mon entreprise contre des procès est illégal. Elle pleurait maintenant, son maquillage dégoulinant sur son visage, traçant des lignes sombres qui la faisaient ressembler à une poupée cassée. Tu ne peux pas me faire ça. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Tu m'as donné 7 ans de plainte et de mépris. Tu as traité mon travail de sale, tu as traité mes employés de paysans, et tu as planifié de tout me prendre en couchant avec un autre homme. Mais bien sûr, c'est toi la victime ici. Les gars tentaient de ne pas éclater de rire. Tony prenait des photos avec son téléphone. Ça va direct dans le groupe de discussion, a-t-il chuchoté à Miguel. Voilà cette femme qui n'avait jamais travaillé un seul vrai jour de sa vie, réclamant la moitié de ce que nous avions tous contribué à construire. Tyler a dit que tu ne pouvais pas être aussi intelligent. Il a dit que les gars du bâtiment ne comprennent rien à la finance complexe. Et voilà, elle avait finalement admis l'infidélité publiquement, devant mes employés. Dis à Tyler que je le remercie pour la motivation. Rien ne rend un homme plus créatif que de savoir que quelqu'un essaie de le baiser. Et rappelle-lui que sous-estimer les gens à cause de leur métier est une erreur coûteuse. Elle a regardé autour d'elle, mon équipe d'hommes honnêtes et travailleurs qui avaient aidé à construire quelque chose de réel, et j'ai vu le moment où elle a compris à quel point elle s'était complètement trompée. 4 mois d'une guerre juridique féroce ont suivi. Stéphanie a brûlé de l'argent qu'elle n'avait pas en frais d'avocat, en engageant un expert comptable judiciaire, le docteur Richard Chen, pour trouver de l'argent caché.
Après 3 semaines à examiner chaque transaction et décision, sa conclusion m'a entièrement disculpé. Toute la restructuration était une activité commerciale légitime, correctement documentée. Son rapport a salué la stratégie de protection d'actifs comme sophistiquée et bien exécutée. Davison a déposé motion sur motion pour tenter de percer le voile corporatif et accéder à la société holding. Toutes ont été rejetées. La holding était une entité séparée, avec une propriété différente, créée pour des raisons commerciales légitimes bien avant le début de la procédure de divorce. Pendant ce temps, le style de vie de Stéphanie devenait intenable. Toujours installée dans notre maison de 850 000 $, roulant en BMW, dépensant comme si elle était riche, mais ses cartes de crédit atteignaient leur plafond. Son seul revenu était la pension temporaire ordonnée par le tribunal de 1 200 $ par mois, à peine suffisante pour couvrir le paiement de sa voiture. Tyler n'était pas aussi engagé qu'elle l'avait espéré. C'est drôle comme l'amour disparaît quand quelqu'un devient une charge financière. Les messages que j'ai interceptés montraient un Tyler très différent à présent, préoccupé par le timing et voulant attendre que tout soit réglé. Traduction, il la ghostait. Après 6 mois, nous avons atteint l'audience de règlement devant la juge Patricia Wong. Stéphanie est arrivée l'air désespéré, recyclant des tenues de luxe, amaigrie et stressée, survivant à l'anxiété et au crédit. Tyler était absent, évidemment. La juge Wong a exposé les faits avec une précision mathématique. L'entreprise d'origine a une valeur nette de moins 372 000 $ à la date de séparation. Davison a tenté une dernière fois de suggérer que la restructuration avait été faite pour éviter le partage des actifs. La juge Wong l'a interrompu. Les propriétaires d'entreprises ne sont pas tenus d'éviter les pratiques standards de protection d'actifs sous prétexte qu'ils pourraient divorcer un jour. La restructuration était clairement pour des raisons commerciales légitimes, correctement documentées et recommandées par un conseil juridique. Puis est venu le plus beau moment. Madame Rodriguez a droit à la moitié de la masse conjugale telle qu'elle existe actuellement, soit moins 186 000 $. De plus, en tant que co-signataire du prêt commercial, elle reste personnellement responsable de sa part, quel que soit le rendement de l'entreprise. Mais la juge Wong n'en avait pas fini. Madame Rodriguez doit à Monsieur Rodriguez 28 000 $ pour 6 mois de dépenses de logement impayées, plus 8 000 $ pour les frais de véhicule qu'il a couverts pendant la séparation. Stéphanie me devait 246 000 $. La femme qui avait prévu de tout me prendre me devait maintenant de l'argent. En quelques semaines, la réalité l'a frappé de plein fouet. Aucune banque ne lui prêterait 210 000 $ sans revenus, sans actifs, ni crédit digne de ce nom. Tyler avait complètement disparu. Téléphone en messagerie directe. Réseaux sociaux le montraient en vacances en Europe avec une autre. Les appels ont commencé. James, s'il te plaît, j'ai fait une terrible erreur. J'ai été stupide, égoïste et totalement à côté de la plaque. Elle s'est mise à apparaître sur mes chantiers, non plus pour crier, mais pour supplier. Mes gars trouvaient ça hilarant. La même femme qui les avait traités de paysans pleurait maintenant en implorant. Je ferai tout. Je vais trouver un emploi. Je te rembourserai avec des heures supplémentaires. Quel emploi, Stéphanie? Tu n'as aucune expérience professionnelle, aucune compétence commercialisable, aucune formation que tu as réellement utilisée. En 7 ans, tu aurais pu construire quelque chose. Mais tu as choisi d'appeler mon travail sale pendant que tu planifiais de voler ce que j'avais bâti.